Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir le profil d'investisseur prudent ou conservateur. Mais pour bien comprendre cette vidéo, il faut que vous ayez vu ma dernière vidéo, la numéro 1 de cette mini-série, où je vous explique les bases, c'est-à-dire à quel moment il faut acheter et vendre. Je vous explique aussi comment déterminer votre profil d'investisseur. D'ailleurs, vous pouvez faire le test gratuit sur mon site internet, le lien est dans la description. Donc j'insiste, c'est beaucoup mieux d'avoir regardé ma dernière vidéo, donc la vidéo numéro 1 de cette série. Allez, maintenant que c'est dit, commençons la vidéo. L'investisseur prudent ne cherche pas à faire le plus de gains possible, il veut juste faire fructifier un petit peu son argent sans avoir à s'en occuper tout le temps. Ce qui est important pour lui, c'est de bien dormir la nuit sans avoir à s'inquiéter pour son investissement. Il n'aime pas prendre de risques. Les personnes avec ce profil investissent généralement sur le long terme et sur des monnaies à risque limité. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'existe que 2 crypto-monnaies avec des risques limités. Il s'agit du Bitcoin et de l'Ethereum. Bien que l'Ethereum soit un peu plus risqué que le Bitcoin. Avant, on pouvait aussi compter le BNB, donc de Binance, dans cette catégorie de monnaie. Mais avec tout ce qui se passe autour de Binance en ce moment, j'ai rétrogradé cette monnaie, donc elle ne fait plus partie des risques faibles. Ou tout du moins ce que moi j'appelle des risques faibles. D'ailleurs, pour savoir comment définir les risques d'une monnaie, eh bien encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma newsletter de mon site internet et de lire mes articles parce que j'en parle souvent. Et puis à la demande générale, je vais sûrement faire une vidéo là-dessus parce que on me le demande souvent. Donc profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne. Alors reprenons, une personne avec ce type de profil, donc le profil prudent ou conservateur, pourrait soit n'investir que dans ces 2 crypto-monnaies, donc le Bitcoin ou l'Ethereum, soit investir entre 70 et 80% de son portefeuille dans ces monnaies et se garder un 30 à 20% à investir dans des monnaies à risque modéré, histoire de faire un peu plus de profit. Donc je le redis, si vous voulez savoir comment déterminer les risques, vous pouvez me suivre sur mon blog, la chaîne, ou lire mon livre si vous voulez une réponse rapide. Alors pour l'exemple que je vais vous donner, on va choisir la deuxième option. Disons que la personne investit 50% dans du Bitcoin, 30% dans de l'Ethereum et 20% de son budget dans d'autres monnaies un petit peu plus à risque. Si on se fie aux statistiques, un risque faible comme le Bitcoin et l'Ethereum peuvent atteindre des gains de l'ordre d'un x2 à x4. Parfois ça peut être bien plus, mais on va rester conservateur et on va faire nos calculs avec le minimum de gains possible. Et ça, je le redis, c'est en tenant compte que vous ayez acheté vos cryptos dans la zone optimale d'achat qui se trouve pendant la première période de la phase d'accumulation. Vous saurez tout ça dans la première vidéo de cette série que j'ai fait si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, imaginons que vous avez un budget de 10 000 $. En achetant 50% de votre portefeuille en Bitcoin, vous dépenserez 5 000 $. Et il vous restera donc 5 000 $ pour vos autres investissements. Donc si vous avez acheté le Bitcoin en début de la période d'accumulation, lorsqu'il était en dessous des 23 000 $, vous pourriez espérer faire au minimum un x3. Comment je le sais ? Eh bien parce que le Bitcoin remonte toujours à son dernier sommet avant d'en créer un nouveau. Son dernier sommet était aux alentours de 69 000 $, donc 69 000 divisé par 3, eh bien ça fait 23 000. Donc en investissant 5 000 $ dans le Bitcoin au bon moment, j'insiste, et qu'il remonte à son ancien ATH, donc son ancien sommet, eh bien vous toucherez 3 fois votre mise avant même de rentrer en bull run. Vous voilà donc avec 15 000 $ en poche, donc 5 000 qui vous permet de récupérer votre mise de fonds que vous avez mis dans le Bitcoin, plus un profit de 10 000 $. Ainsi, vous pouvez dormir tranquillement la nuit, parce que même si les 50 autres pourcents que vous avez dépensés dans les autres monnaies, donc dans l'Ethereum et d'autres cryptos un peu plus à risque, venaient à échouer, c'est pas grave, parce que vous ne perdiez pas d'argent. Vous feriez même un gain quand même. Parce que si on analyse les chiffres, 15 000 moins 10 000, d'accord, les 10 000 de votre mise de fonds initiale, ça fait quand même 5 000. Donc vous feriez un profit de 5 000 $ et en plus vous récupérerez votre mise de fonds, donc votre capital initial.
Donc on ne peut pas dire que vous ayez pris beaucoup de risques. Maintenant, imaginons que l'Ethereum fasse aussi un x3. Le sommet le plus haut de l'Ethereum était d'environ 4 900 $. Donc si vous l'avez acheté en dessous de 1 600 $, vous pourriez aussi faire un x3 sans prendre trop de risques. D'ailleurs, pour info, au moment où je tourne cette vidéo, le prix de l'Ethereum est justement encore aux alentours des 1 600 $. Donc, dans l'exemple, on a investi 30% de 10 000 $ dans l'Ethereum, c'est-à-dire 3 000 $. Si vous faites un x3 au minimum sur cette monnaie, vous voilà avec 9 000 $ de plus en poche. Donc, avant même que le bull run ne démarre, vous avez déjà récupéré votre mise de fonds au complet et vous êtes assis sur 14 000 $ de profit. Donc, même si les 2 000 $ que vous avez investi dans des monnaies un petit peu plus à risque était un lamentable fiasco, vous aurez toujours fait 14 000 $ de profit, en plus de récupérer votre mise au complet. Et ça, c'est sans compter les nouveaux sommets qui pourront être atteints lors du bull run. On parle bien du minimum de gain, pas du maximum. Alors, bien évidemment, tout investissement comporte des risques, d'accord ? À l'heure actuelle, les cycles sont toujours les mêmes depuis 2009, mais je n'ai pas de boule de cristal. Je me fie sur les statistiques et l'historique des marchés. Si les cycles suivent les mêmes principes, alors vous pourriez vous retrouver effectivement avec 14 000 $ de profit avant même que le bull run n'ait commencé. Mais ça, c'est à condition d'avoir acheté 1 pendant la période d'accumulation et 2 que les cycles suivent leur cours. Voyons maintenant ce que pourraient vous rapporter les 20% restants que vous avez investis dans des monnaies un petit peu plus à risque, dans des risques modérés. Comme par exemple Polygon, Chainlink ou bien encore Cosmos. D'après les statistiques, ce genre de monnaie a un potentiel de x10 ou plus. Alors restons conservateurs une fois de plus et utilisons des prévisions minimales. On va faire nos calculs sans compter le bull run, comme on a fait avant, en comptant seulement sur un retour à l'ancien sommet historique pour ces monnaies, comme on l'a fait précédemment. Alors disons que vous avez mis 1 000 $ dans Polygon par exemple et 1 000 $ dans Chainlinks. Les sommets respectifs de ces monnaies sont d'environ 3 $ pour Polygon et 53 $ pour Chainlinks. En achetant du Polygon à moins de 50 cents, qui est son prix actuel, vous pourriez faire 6 fois votre mise, donc 6 000 $. Et pour Chainlink, en achetant au prix actuel de 6 $, vous pourriez faire 8 fois votre mise, donc 8 000 $. Ok, alors maintenant on va tout récapituler. Avec 10 000 $ investis au bon moment, j'insiste et j'insiste, au bon moment. Dans un portefeuille de type conservateur, sans compter le bull run, c'est-à-dire sans compter l'atteinte de nouveaux sommets, vous pourriez vous retrouver avec 10 000 $ de mise de fonds récupérés intégralement, plus 28 000 $ de profit. Cependant, ce type de gain ne tient pas compte des ventes que vous pourriez faire. Il est évident que si vous vendez 50% de votre portefeuille pour récupérer votre mise de fonds, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, ces gains vont diminuer puisque si vous avez vendu 50%, vous avez forcément 50% de jetons en moins dans votre portefeuille lorsqu'on arrivera en phase de marché haussier. Donc là, je vous parle de théorie, mais si vous avez vendu avant d'arriver en phase de marché haussier, bien évidemment, ces profits seront moindres. Mais ce qui est important, c'est que ce type de portefeuille vous permet de ne pas générer de stress, parce que tous vos investissements sont sécurisés par votre seul investissement dans le Bitcoin. Si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, je vous invite une fois de plus à lire mon livre qui vous explique tout ça en détail. Vous en apprendrez aussi plus sur tout ce que je ne peux pas développer dans cette vidéo, comme par exemple définir les risques d'une crypto-monnaie, ou bien encore découvrir la stratégie d'achat asymétrique, parce que ça permet de rajouter un cran de plus pour sécuriser votre investissement, ainsi que les montants conseillés pour la stratégie d'achat asymétrique. Donc, si vous avez bien fait vos devoirs, que vous avez acheté des monnaies avec des fondamentaux solides, comme par exemple une bonne tokenomics, un fort potentiel technologique, une communauté croissante, etc., que vous l'avez acheté au début de la période d'accumulation, vous pourriez à la fin de la période d'accumulation avoir déjà un profit de l'ordre de x2 à x4 dans vos poches, et je le redis, c'est sans compter le bull run.
Bien, maintenant que nous sommes rendus au niveau des anciens sommets, que devez-vous faire? Alors là encore, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, vous pourriez récupérer votre mise de fonds lorsque le Bitcoin fait un x2, afin de récupérer vos capitaux initiaux, si jamais vous êtes trop stressé avec ça, mais du coup, ça va diminuer vos gains futurs. Parce que, forcément, vous devrez vendre 50% de votre Bitcoin pour récupérer votre mise de fonds initiale. Donc soit vous faites ça, soit vous arrivez à gérer vos stress et vos émotions, et dans ces cas-là, vous attendez d'atteindre l'ancien sommet, donc dans notre exemple c'est 69 000 $, à peu près, pour vendre seulement 33% de votre portefeuille, ce qui vous permettra de récupérer votre mise de fonds. Ce qui vous laissera plus de Bitcoin, bien sûr, pour continuer la course vers de nouveaux sommets, et donc plus de gains. Mais cette décision vous appartient parce qu'elle dépend de votre tolérance au risque. Il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire. C'est vous qui devez prendre cette décision. Et puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pourriez très bien vendre différemment. Ensuite, vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres monnaies dans lesquelles vous aurez investi. Donc si vous choisissez l'option 1 qui consiste à vendre 50% de votre portefeuille lorsqu'on atteint un x2, vous pourriez ensuite vendre 10% de plus lorsqu'on atteint l'ancien sommet. Puis, pour vendre les 40% restants, il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis. Désolé, mais on n'a rien sans rien. Mais je vous facilite grandement la tâche parce que sur la chaîne du sommet des crypto-monnaies, on a sorti une nouvelle série qui s'appelle Rémi et Stéphanie. Dans cette série, on vous explique en détail comment utiliser les indicateurs pour déterminer plus ou moins les moments de vente idéal. Dans cette vidéo, je vais survoler l'explication pour l'un de ces indicateurs, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Parce que non seulement on vous donne les indicateurs les plus simples à utiliser pour pas rentrer dans des trucs trop complexes, on vous explique à quoi ça sert, mais surtout on vous fournit un tutoriel pour savoir comment l'utiliser. Donc là, on va parler de l'indicateur de prolongation de Fibonacci pour déterminer plus ou moins les zones à risque et donc le moment opportun où il pourrait être judicieux de vendre par palier les 40% de votre portefeuille qu'il vous reste. Alors encore une fois, je le redis, ça se base seulement sur le Bitcoin parce que c'est lui qui va dicter le marché si on est en bull run, si on est en phase d'accumulation, si on descend vers un marché baissier. C'est lui qui va nous indiquer tout ça. Mais si vous me suivez, vous savez que après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Bitcoin commence sa chute, les altcoins, eux, continuent de performer pendant 2 à 4 semaines de plus. Donc quand vous vous rendez compte que le Bitcoin commence à toucher à sa fin, il est temps de rester vigilant avec vos altcoins parce que vous savez que vous avez peut-être 2, 3, éventuellement 4 semaines supplémentaires avant de vendre tous vos altcoins. Donc, dans les derniers cycles, les nouveaux sommets ont été atteints aux alentours des zones de Fibonacci de 2,272, 2,414 et 2,618. Donc, vendre 10% à chaque fois qu'on atteint une de ces zones, ça pourrait être judicieux, mais surtout sécuritaire. Donc, vous pourriez vendre 10% de votre portefeuille quand on est aux alentours de 2,272, et puis 10% de plus quand on est à 2,414, etc. Donc juste un petit rappel, pour comprendre le charabia dont je suis en train de parler, regardez la série Rémi et Stéphanie, et regardez la vidéo sur la prolongation de Fibonacci. Une dernière chose qui est importante à savoir, ce serait d'éventuellement garder un peu des monnaies à risque faible pour le prochain cycle. Personnellement, je ne vends jamais l'intégralité de mon portefeuille pour ce genre de crypto. J'en garde toujours une partie pour le prochain cycle. Comme ça, si je reprends l'exemple d'achat de 50% de Bitcoin que je vous ai donné au début de cette vidéo, pour couvrir mes autres investissements, étant donné qu'il m'en restera encore lors du prochain cycle, je pourrais acheter seulement 40% de Bitcoin au lieu de 50%. Et donc les 10% qui me restera, je pourrais les mettre dans d'autres monnaies. Jusqu'à présent, on ne redescend jamais aussi bas que le bottom du cycle précédent. Donc, si vous avez acheté votre Bitcoin en dessous de 20 000 $, il y a très peu de chances que le Bitcoin redescende aussi bas au prochain cycle. En général, le Bitcoin perd environ 80% de sa valeur. Donc, si le Bitcoin atteint un nouveau sommet aux alentours des 100 000 $, par exemple, il y a peu de chances qu'il descende en dessous de 20 000 $ lors du prochain bear market.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sera, si vous les avez achetés en dessous de 20 000 $, lorsqu'on sera dans le prochain bear market, vous serez déjà à profit avec vos bitcoins achetés au cycle précédent. Par contre, pour toutes les autres monnaies, il est préférable de tout vendre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une régulation, une faillite, un piratage, whatever. Donc, prenez pas de risque avec ça. Gardez seulement du Bitcoin et de l'Ethereum. Tout le reste, vous vendez au complet. Pour ma part, je garde environ 10% de Bitcoin et 5% d'Ethereum. Et je vends tout le reste en intégralité. Sauf si une nouvelle monnaie devient une monnaie à risque faible dans les prochaines années, alors là je réviserai mon jugement, mais pour le moment je me concentre seulement sur le Bitcoin et l'Ethereum pour couvrir mes arrières. Une dernière chose importante, je l'avais oublié celle-là, je vais vous la dire, avant de tout récapituler, sachez que tous les capitaux que vous sortez peuvent être réinvestis pendant toute la durée du cycle. C'est ce qu'on appelle rééquilibrer son portefeuille ou faire un rebalancement. Ça vous permet d'optimiser encore plus vos gains. Par exemple, vous pourriez réinvestir les profits faits sur une monnaie dans une monnaie qui n'a pas encore performé. Cependant, cette stratégie nécessite du temps et des connaissances. De plus, elle n'est pas vraiment adaptée aux personnes ayant un profil de type prudent ou conservateur. C'est pourquoi je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais si vous voulez quand même en apprendre plus sur cette stratégie, eh bien suivez-moi sur mon blog ou ma chaîne YouTube, parce qu'une vidéo et un article sont en cours de préparation. Donc, si on résume tout ça, voici une des nombreuses stratégies qui pourraient convenir à une personne avec un profil de type prudent ou conservateur. Achetez au début de la période d'accumulation environ 5% de Bitcoin, 30% d'Ethereum et 20% à dispatcher dans d'autres monnaies à risque modéré. Ensuite, vendre 50% de son portefeuille de Bitcoin et d'Ethereum lorsque le prix fait un x2, ou alors vendre seulement 33% de chaque portefeuille lorsque le prix fait un x3. Pour les 20% investis dans des cryptos plus à risque, on pourrait vendre 25% de chaque crypto lorsque la monnaie fait un x4. Puis ensuite 25% pour chaque zone de Fibonacci atteinte sur le Bitcoin. Je le redis, le Fibonacci, on l'applique seulement sur Bitcoin. Donc à chaque fois qu'on atteint les paliers de Fibonacci, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien vous pourriez vendre 25% à peu près de vos autres crypto-monnaies. S'il vous reste encore de ces monnaies après qu'on ait atteint le nouveau sommet de chacune de ces cryptos et qu'on bascule en marché baissier, donc c'est-à-dire que vous avez vendu, il vous reste encore par exemple 25% dans votre portefeuille parce que vous pensiez qu'on allait atteindre un niveau de plus et on l'a pas fait par exemple. Et donc là, si on se rend compte que le Bitcoin passe en marché baissier, eh bien vendez tout ce qui vous reste à ce moment-là. On rentre en marché baissier lorsqu'on dépasse le creux le plus bas du bull run. Souvent, ça correspond à la cassure vers le bas du niveau 0,618 de Fibonacci. Donc par exemple, en 2022, la cassure se situe aux alentours des 29 000 $ pour le Bitcoin. Donc si vous voyez qu'on casse ce niveau-là, vendez tout ce qui vous reste parce que c'est possible qu'on parte en marché baissier. Maintenant, attention, il faut attendre un retest. Alors qu'est-ce que c'est qu'un retest ? Comme vous pouvez le voir ici, on s'était approché du niveau de 0,618, mais on a rebondi dessus et on est reparti à la hausse. Attendre un retest, ça veut dire que quand si on casse ce niveau, on va attendre de voir ce que le prix va faire. Soit il repart à la hausse, soit il repart à la baisse. Donc, s'il repart à la baisse, c'est à ce moment-là que vous vendez tout ce qui vous reste. S'il repart à la hausse, c'est possible qu'on fasse une autre jambe haussière. Donc, dans ce cas-là, attendez, ne vendez pas. Même si vous êtes à perte, c'est quand même beaucoup plus judicieux de vendre ce qui vous reste à ce moment-là, si on bascule en marché baissier. Parce que vous allez dégager de la liquidité que vous pourrez réinvestir lors de la prochaine période d'accumulation. Et donc, du coup, ça viendra combler largement les pertes que vous pourriez avoir. Mais si vous avez bien fait les choses et que vous avez acheté au début de la période d'accumulation, vous ne devriez pas vendre à perte. Alors je vous rappelle aussi que j'ai mis au point un plan d'action relié aux différents profils d'investisseurs, ce qui vous permettra de simplifier vos démarches et vous assurer de bien suivre chaque étape correctement.
Entre autres, vous recevrez un email lorsqu'il sera temps d'acheter et un email lorsqu'il sera temps de vendre. Donc vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas réussir vos investissements. Donc si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, eh bien je vous mets le lien dans la description. Mon plan d'action est à votre disposition. Voilà, on a fait le tour pour le profil de type prudent conservateur. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui traitera des profils de type modéré. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, c'est le meilleur moyen de me remercier. Sur ce, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!